Notre invité ce matin, Philippe Brun, qui est député socialiste de l'Eure et vice-président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Philippe Brun, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Est-il vrai que vous avez failli devenir ministre? Oui, c'est une vieille histoire. Non, c'est pas une histoire. C'est une histoire vraie ou une fausse histoire? Non, c'était il y a maintenant un moment, il y a plus d'un mois, Michel Barnier m'a effectivement proposé de rejoindre le gouvernement. Pour devenir ministre des Finances. Voilà, et j'ai décliné cette offre puisque je n'étais pas d'accord avec la politique qui allait être menée et les événements qui se sont succédés n'ont pas démenti. Bon, vous avez décliné donc. Oui. Vous avez décliné parce que c'était Michel Barnier ou parce que c'était la politique annoncée par ce nouveau gouvernement? Écoutez, moi j'ai pris parti depuis le 7 juillet pour un gouvernement de rassemblement. J'ai dit qu'il fallait qu'on arrive à s'ouvrir et discuter avec tout le monde puisqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Oui. Le vrai sujet, c'est la ligne politique. Et là, quel est le budget qui nous est présenté? 4000 suppressions de postes d'enseignants. Moi, je vois dans ma circonscription, il y a des gamins qui n'ont pas eu de prof de français ni de prof de maths depuis 10 mois. Oui, enfin, les suppressions de postes, c'est dans l'élémentaire et le primaire, hein, essentiellement. C'est compliqué aussi. C'est compliqué aussi. Et c'est des fermetures de classes en milieu rural. Ça, c'est autre chose. La désindexation des retraites, je m'y opposerai, notamment pour les petites retraites. Vous imaginez quelqu'un qui a la mutualité sociale agricole, qui gagne 800, 900 euros par mois. Vous opposerez à l'Assemblée? Bien sûr. Je rappelle que vous êtes député socialiste, apparenté. Non, pas apparenté. Vous êtes député purement socialiste. Mais sur une ligne qui n'est pas tout à fait NFP, hein, on est bien d'accord. Philippe Brun, on est bien d'accord. En tout cas, je défends une ligne populaire. Voilà. Oui, non, mais c'est pas tout à fait NFP. On va y revenir. Mais vous êtes membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et la commission veut se transformer en commission d'enquête sur le dérapage budgétaire. C'est bien cela? Oui, c'est une proposition que on a faite et la commission va se prononcer. Elle ne s'est pas encore prononcée sur ce sujet. Éric Coquerel, le président, est d'accord. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'essayer de comprendre la raison de ce trou aujourd'hui dans les finances publiques. Vous vous rendez compte, il y a 50 milliards de trous qui n'étaient pas prévus. Ça ne nous est jamais arrivé dans l'histoire de notre pays. J'ai regardé les archives, même pendant la reconstruction, après 1945, on n'avait pas un tel décalage entre les prévisions du budget qui était voté et la réalisation ensuite de ce budget. 50 milliards, c'est gigantesque. Dans aucun pays européen, on a eu un tel dérapage des finances publiques. Alors on doit savoir comment cela est arrivé. Que cherchez-vous? Des coupables? On cherche pas des coupables. Non, d'abord Bruno Le Maire en l'occurrence. Il y a Emmanuel Macron. Il y a deux sujets. Il y a la question de la responsabilité politique et il y a aussi la question technique. Parlons d'abord de la responsabilité politique. Une enquête qui a été menée par France 2, où Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, dit « la vérité éclatera un jour ». C'est à nous de la faire éclater, car Bruno Le Maire... Vous allez l'entendre ? Il faut absolument entendre Bruno Le Maire sous serment et qu'il nous dise exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est Est-ce que vous demandez à entendre Bruno Le Maire sous serment ? Oui, nous demandons à entendre Bruno Le Maire sous serment. Ça, c'est la première chose, ça, c'est la responsabilité politique. Et puis, la question technique. Il y a un problème statistique évident, car je ne crois pas que le ministre ait totalement menti. Il ne peut pas totalement se départir des prévisions qui sont faites par l'administration fiscale. Donc, il y a eu un problème de modèle économique. Et je ne comprends pas comment on a pu autant se tromper sur les prévisions, notamment de recettes. Et donc, ça aussi, on doit pouvoir l'expertiser, parce que là, on est en train de voter le budget pour l'année prochaine. Et si, on se trompe à nouveau, alors on aura à nouveau les mêmes difficultés l'année prochaine. Donc cette commission d'enquête, c'est pas pour faire de nous des procureurs. Nous n'avons pas vocation à être des procureurs de Bruno Le Maire, mais il faut établir des responsabilités politiques et établir aussi des constats sur ce qui s'est passé. À LFI, certains dire c'est la première étape avant la destitution d'Emmanuel Macron. Vous la voulez, vous ? Non, nous sommes défavorables à la destitution d'Emmanuel Macron. Nous n'avons aucune amitié particulière pour la politique du président de la République. Mais il est légitime. Il a été élu par des millions de Français, plus de 20 millions de Français lors des dernières élections. Je n'ai pas voté pour lui au premier tour. J'ai voté pour lui au deuxième tour pour faire barrage au Rassemblement national. Il est le président élu et il faut respecter les institutions, quelles que soient ses insuffisances et quels que soient mes désaccords profonds avec la politique qu'il a menée. Alors, pour que cette commission d'enquête existe, il faut que Yael Braun-Pivet donne son accord, non ? Non, pas du tout. Il suffit que la commission des finances vote pour se transformer en commission d'enquête. Donc c'est un simple vote. Simplement. Personne ne peut s'y opposer Personne ne peut s'y opposer. Donc si la décision est prise mercredi, il y aura commission d'enquête. Absolument. Bien. C'est important de le préciser, me semble-t-il. Ce projet de budget, on va en parler, puisqu'à partir de mercredi, vous allez examiner en commission ce projet de budget. Ensuite, discussion à l'Assemblée nationale. Discussion à l'Assemblée nationale avec, j'imagine, de nombreux amendements.
Il va y avoir de nombreux amendements et ça va être passionnant à suivre. Et moi, j'invite les gens qui nous écoutent à mettre la chaîne parlementaire parce que pour la première fois, c'est vraiment le Parlement qui va faire le budget. Parce que même si le gouvernement utilise à la fin l'article 49.3, il est sûr de tomber s'il ne récupère pas les amendements qui ont été votés. Et donc, on va pouvoir discuter et modifier profondément la copie du gouvernement. Sur la question notamment de la désindexation des retraites, je pense qu'on va réussir à réindexer les retraites. Sur la question de l'ISF, je pense qu'on va réussir à rétablir l'ISF qu'on a connu en France. Vous demandez le rétablissement de l'ISF. Oui, on a eu en France l'ISF de 97 à 2017. On va porter un amendement qui rétablit cette ancienne ISF. Ça rapportera 6 milliards d'euros dans les caisses de l'État et ça permettra notamment de ne pas désindexer les retraites ou de ne pas supprimer des postes dans l'éducation nationale. Il y aura une majorité. J'en suis certain. On va la construire, on va la travailler et donc ça va être un moment absolument passionnant à vivre. Bien. Amendement commun, NFP, RN, vous pensez? En tout cas, il y aura un amendement sur l'ISF, on verra qui le vote, on verra ce que fera le RN, on verra ce que feront d'autres aussi députés de l'ex-majorité présidentielle. Il y a de très nombreux députés macronistes qui sont maintenant favorables aussi au rétablissement de l'ISF. Donc nous allons voir ce que chacun va voter et j'ai bon espoir que nous arriverons à convaincre. 49.3, s'il y a 49.3, probablement. Je ne vois pas comment ce budget pourrait passer sans 49.3. Mais c'est pas choquant, le 49.3. Faut arrêter de penser que c'est une atteinte à la démocratie. C'est contenu dans la Constitution. Ça n'a rien de choquant, le 49.3. Franchement. Non, ce qui est choquant, si vous voulez, c'est la multiplication des 49.3 ou quand ces derniers se font avant que la discussion n'ait lieu. Oui. Je pense que ce qui est important, c'est que le 49.3 récupère les amendements qui ont été voter. Si le budget est adopté 49.3, mais qu'on récupère un certain nombre d'amendements qui ont été votés, pas la censure. Écoutez, nous allons discuter de tout cela. Tout cela est négocié. Et ça, c'est intéressant. C'est une démocratie parlementaire mature. Nous ne disons pas aujourd'hui que nous censurons quoi qu'il arrive. Nous censurons si le compte n'y est pas. Il est clair qu'il y a un certain nombre de lignes rouges. Pour nous, c'est la justice fiscale, c'est la question des retraites, c'est la question de la hausse de taxe d'électricité. Nous nous y opposerons. Si nous arrivons dans le débat parlementaire à avoir un texte qui permet à la fois de rétablir les comptes publics, de ne pas assassiner les classes populaires et les classes moyennes, alors nous nous poserons ou pas la question de la censure. Oui, les retraites quand même, bien falloir à un moment donné ou à un autre qu'on se pose la question des retraites. Parce que vous dites, on n'augmente pas, effectivement, c'est les retraites de la sécurité sociale. On ne reporte pas l'augmentation prévue le 1er janvier, on ne la reporte pas au 1er juillet. Vous vous opposez à ce report, en sachant que les retraites complémentaires, elles vont augmenter là, comme prévu, le 1er novembre. Je le précise parce que c'est rarement précisé tout de même. Mais, pardon, dans le déficit public, la part des retraites est considérable. Considérable. La retraite, considérable. Les retraites, c'est la moitié des dépenses sociales en France. Parce qu'on a un pays qui vieillit et on vieillit de plus en plus. Donc il y a un pays qui doit travailler, qui doit travailler peut-être plus longtemps et plus, non ? Écoutez, oui, alors on travaille déjà plus, vous savez. Ça s'appelle la réforme Touraine, c'est socialistes qui l'ont inventé. On a une augmentation de la durée de cotisation. Bon, et moi je trouve ça normal qu'on ait une augmentation progressive de la durée de cotisation. Ce qui est particulièrement injuste, c'est la réforme des retraites de l'année dernière, avec l'âge légal qui bouge de 62 à 64 et qui fait travailler 2 ans de plus des gens qui ont déjà leur trimestre. Et ça, c'est pas normal. Quand on a ces trimestres, on doit pouvoir partir à la retraite. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on abroge la mesure d'âge de la réforme des retraites, le passage de 62 à 64, et qu'on permette à des gens qui ont leur trimestre, qui ont commencé à travailler à 20 ans, de pouvoir partir avant 64 ans. Oui, mais pardon, Philippe Brun, mais vous n'êtes pas opposé à ce que l'on travaille plus, et que l'on parte plus tard à la retraite. Non, mais de toute façon, nous avons voté favorablement aux mesures, vous savez, c'est la mesure Touraine, c'est-à-dire d'augmenter la durée de cotisation. Il faut augmenter la durée, on l'a augmenté déjà, nous sommes favorables à augmenter la durée de cotisation, mais qu'on puisse permettre à ceux qui ont commencé à travailler tôt de partir. La retraite à 64 ans, c'est faire travailler 2 ans de plus des gens qui exercent les métiers les plus pénibles et qui ont déjà leur trimestre. Ça, c'est très injuste. Bon, Philippe Brun, il y a quand même une certaine cacophonie au sein du NFP, du nouveau Front populaire autour de la retraite. Non, vous en convenez, non ? Non, je ne crois pas du tout. Pas du tout. Ah bon, d'accord. Il y a des positions entre les filles et vous, mais il y a un écart considérable. Écoutez, il y a des différences, comme il y a d'ailleurs aussi beaucoup de différences au sein de la majorité présidentielle sur la question des retraites. Horizon propose la retraite par capitalisation, Bayrou propose
propose la retraite par points, et puis les macronistes pur jus, eux, veulent garder le système par répartition actuel et augmenter la durée de cotisation. Donc chacun a des positions différentes sur les retraites. On les confronte ensemble à l'Assemblée nationale. Bon, vous voteriez une censure sur s'il y a abrogation de la réforme des retraites? Demandez un texte demandant l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que vous votez une censure? Pourquoi je voterais la censure? Je ne sais pas. Pourquoi je voterais la censure? La censure d'un gouvernement qui abrogerait la réforme des retraites? Oui, je serais favorable. Pourquoi est-ce que vous voteriez? Imaginons, le Rassemblement national va demander l'abrogation de la réforme des retraites. Vous votez ou pas? Alors, le texte, il est déposé là, ce sera le fin octobre, et on a dit qu'on ne voterait pas. Alors moi, je vais vous dire pourquoi je ne voterai pas. À votre antenne, j'avais dit que sur le principe, c'est pas parce que ça venait du Rassemblement national que j'allais pas le voter. Maintenant, le texte du RN qui nous est proposé, il est très mal écrit. Et il abroge aussi 2 mesures. Il abroge les mesures pour les carrières longues, je trouve quand même une très mauvaise idée. Et il abroge aussi les mesures pour les mères de famille. Bon, donc c'est difficile de voter un texte qui est aussi mal écrit. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle je ne le voterai pas et que les socialistes ne le voteront pas. Il y aura un texte qui sera déposé par LFI, je pense. Oui, ça c'est dans un mois. Vous voterez ou pas? Ça dépend ce qu'il y a dedans aussi. Je veux dire, là pour aussi, les mêmes raisons. Voilà. Donc si c'est une abrogation des mesures d'âge, tout ce qu'il y a d'injuste dans la réforme des retraites, oui. Mais si on abroge tout, y compris les bonnes mesures de la dernière réforme, notamment sur les carrières longues ou sur les mères de famille, effectivement, ce sera plus compliqué. Donc on attend de voir le texte. On l'a pas encore, le texte de LFI. Bon. Lucie Castet, parachutée en Isère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parachuté en Isère après la démission du député LFI Hugo Prévost, c'est pas encore annoncé officiellement. Alors c'est pas annoncé officiellement. Je ne crois pas d'ailleurs que ce soit une piste. Alors je n'ai pas d'infos à vous donner là-dessus, mais je sais vous que n'y croyez pas. En tout cas, nous avons un candidat socialiste qui aimerait y aller. Et donc nous verrons bien si ce sera ce candidat socialiste dans la discussion ou quelqu'un d'autre. Bien. Hausse des crédits de l'Élysée. Hausse des crédits de l'Assemblée nationale, hausse des crédits du Sénat, ça fait grincer en cette période, parce qu'il faut bien financer la vie politique dans ce pays, mais hausse de 3 millions d'euros des crédits alloués à l'Élysée, plus 2,5%, hausse de 11 millions d'euros pour l'Assemblée nationale, plus 1,7%, et du Sénat, plus de 6 millions d'euros, 1,7% également. Que dites-vous? Nécessaire, indispensable ou inadmissible? Écoutez, moi ce que je constate, c'est que ça occasionne beaucoup d'émotions dans le pays. Oui. Moi ce week-end, les gens, 1 personne sur 2 m'en a parlé ce week-end. Évidemment. Bon, donc moi je crois que vu que c'est symbolique, parce que c'est des sommes, on parle de millions, mais enfin par rapport aux 3 000 milliards de dettes, si vous voulez, c'est des sommes très symboliques. Faut quand même savoir par exemple qu'une commune comme Louviers, chez moi dans l'Eure, son budget c'est 30 millions d'euros, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est des petits millions, c'est moins que le budget d'une petite commune. Bon, ce que je veux dire, c'est que là, il y a un sujet de symbole. Puisque ce sont des petits montants, ça ne coûte pas très cher de revenir dessus. Et donc moi, ce que je vais proposer à mes collègues, c'est un amendement pour revenir sur ces hausses. Vous allez déposer un amendement pour revenir sur ces hausses? Je vais le proposer à mes collègues socialistes pour qu'on le porte ensemble, parce que puisque c'est un symbole, et que ces augmentations ne sont pas nécessaires, on peut s'en sortir sans augmenter le budget de l'Assemblée nationale l'année prochaine et reporter cette hausse. Pareil pour l'Élysée, pareil pour le Sénat. Alors, soyons fidèles au symbole et donc annulons ces hausses qui ne sont pas comprises par les Français. Bien. Dites-moi, je change totalement de sujet. Samuel Paty, Dominique Bernard, victime du terrorisme islamiste, je précise. 1 minute de silence sera observée dans tous les collèges et lycées de France. À propos de laïcité, est-ce que vous avez à gauche abandonné la défense de la laïcité? Beaucoup vous portent cette accusation contre vous. Je ne le crois pas. Bon, après, la gauche, elle est diverse. Il y a des gens différents qui portent des... En tout cas, nous, les socialistes, on a toujours été extrêmement clairs. Nous avons soutenu la mesure sur l'abaya. Une grande partie des maires socialistes l'ont soutenu également. Et nous avons beaucoup d'élus qui défendent la laïcité au quotidien. Je pense à Mickaël Delafosse, le maire de Montpellier, qui a carrément empêché le rachat d'une mosquée par le Royaume du Maroc, parce qu'il pensait qu'il fallait que nous construisions un islam de France. Nous sommes très au clair sur la question laïque. Et je crois que nous n'avons de leçons à recevoir de personne sur ce sujet. En particulier, je pense à des gens au gouvernement qui, eux, se permettent un certain nombre... Par exemple, Bruno Retailleau, on le sait très bien, il est catholique, c'est son droit, mais qui, lui, a moins de problèmes à exhiber sa foi. Ah bon?
Vous pensez que Bruno Retailleau, lui, n'est pas un défenseur acharné de la laïcité? En tout cas, je crois qu'il faut aujourd'hui sortir d'une forme de tartufferie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui extrêmement religieux, impliqués, donnent des leçons à la gauche. Nous, les socialistes, nous n'avons aucune leçon à recevoir sur la question de la laïcité. Nous avons des maires qui la défendent au quotidien. Oui, mais manque de chance, vous êtes allié à une gauche qui, elle, flatte le communautarisme, vous le savez très bien. Bon, après, il faut le démontrer concrètement. Bon, sur la question de la laïcité. Concrètement, non, c'est pas démontré? Non, je crois pas que ce soit démontré. Non, la laïcité, c'est quoi? C'est le principe de la séparation des églises et de l'État. C'est le respect des convictions de chacun. Il n'y a pas une certaine gauche qui s'est opposée à l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires? Bon, il y avait des raisons de s'y opposer du point de vue de qu'est-ce qu'un abaya. Vous y opposez, vous, ou pas? Non, moi j'étais favorable à l'interdiction de l'abaya, mais il fallait le définir. J'attendais que la circulaire sorte et quand elle est sortie, j'y étais favorable. Car l'abaya, quand vous tapez abaya sur Internet, il y avait tout. Il y avait même des robes décolletées qui s'appelaient abaya. Donc il fallait le définir. Une fois qu'on a réussi à le définir, j'y étais favorable. Tous les enseignants y étaient favorables, les directeurs d'école y étaient favorables, les maires y étaient favorables. Donc nous n'avons de leçons à recevoir à personne sur cette question. Bien, la gauche, parlons-en de la gauche. Quand le prochain congrès du Parti Socialiste? Écoutez, je n'en sais rien. En tout cas, quand quelqu'un adhère au Parti Socialiste, il consent à des statuts. Et que prévoient ces statuts? Ces statuts, ils prévoient un congrès qui doit suivre 6 mois après les élections législatives. Donc avant la fin de l'année. Donc ça devrait avoir lieu normalement avant la fin de l'année. Je constate que le congrès n'a pas été convoqué. Alors, il y a des discussions. Écoutez, en tout cas, je constate qu'il n'a pas été convoqué. Non, je vous sens gêné, là. Pourquoi il n'est pas convoqué? Pourquoi? Parce qu'Olivier Faure veut garder le pouvoir? Non, là, on est dans le débat budgétaire. Il faut que le débat budgétaire, on puisse le passer. Il y a la possibilité aussi d'une censure de Michel Barnier là dans 3 semaines. Si nous n'obtenons pas gain de cause à l'Assemblée, il est fort possible que le gouvernement de Michel Barnier tombe. Donc c'est pas le meilleur moment pour faire un congrès du Parti Socialiste. Le bon moment, c'est l'année prochaine, en début d'année prochaine. Et j'ai bon espoir qu'Olivier Faure organise ce congrès soit organisé au début de l'année prochaine. Oui, et d'ailleurs tout le monde le demande et tout le monde en convient. Tout le monde le demande et tout le monde en convient. Tout le monde en convient, ça, nous verrons. La réponse d'Olivier Faure. Philippe Brun, parlons de Sanofi. Opelia, filiale de Sanofi, sera bientôt vendue. D'ailleurs, je vais entrer dans le détail, il nous reste 4 minutes, mais pourquoi est-ce que Sanofi veut vendre sa filiale qui fabrique, entre autres, le Doliprane, qui fabrique la lysopaïne, le Malox, et tant de médicaments connus? Alors tous les laboratoires pharmaceutiques dans le monde font ça, c'est la grande mode, et ils se séparent de leur division santé grand public, parce que la division santé grand public, c'est des médicaments qui sont soumis à une forte concurrence, qui sont très régulés aussi par les systèmes d'assurance sociale des différents pays européens, et donc ça rapporte moins d'argent, si vous voulez, que les molécules rares qui sont facturées très cher. Donc souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en bourse leur filiale qui s'occupe de la santé au grand public. Donc Sanofi imite ses concurrents. Sauf que ça pose un problème, c'est que là, on se retrouve avec le Doliprane sous pavillon américain. C'est-à-dire que oui, Sanofi veut vendre sa filiale à un fonds américain. Voilà, donc vente à un fonds américain, alors qu'on vient de dépenser 250 millions d'euros pour relocaliser la production du principe actif du paracétamol en France. Oui, mais ce sont des sous-traitants qui vont fabriquer. Alors justement, les sous-traitants en question, comment on a monté l'opération? Le sous-traitant a fait un investissement, l'État a donné 250 millions d'euros, contre engagement de Sanofi d'acheter le principe actif pour le produire dans l'usine de Lisieux, dans le Calvados. 250 salariés, 2 milliards de comprimés fabriqués chaque année, 450 millions de boîtes chaque année fabriquées à Lisieux. Si Sanofi, Doliprane, passe sous pavillon américain, que sera-t-il fait de ces engagements? Je crois que ces engagements ne seront pas respectés. Les ministres disent qu'ils ont obtenu des assurances. Alors, faisons attention à cela. Vous vous souvenez de General Electric et d'Alstom? General Electric avait signé des engagements d'approvisionnement, des engagements de création d'emplois et d'investissement. Ils n'ont pas été respectés. General Electric a préféré payer les pénalités. Si le fonds américain, demain, préfère payer les pénalités, ce sera au détriment de la souveraineté sanitaire française. Je rappelle que Sanofi est une entreprise peut-être pas très bien gérée, en 10 ans, plus d'1 milliard d'euros d'aide publique. Je le rappelle, Sanofi incapable de fabriquer le moindre vaccin contre le Covid. Je voudrais quand même, c'est vrai, le rappeler. 150 millions d'euros par an de crédit impôt recherche, des aides dans tous les sens.
une entreprise qui était une ancienne entreprise publique. Je rappelle que Sanofi, c'était une filiale d'Elf Aquitaine à la base, création par l'État. Effectivement, nous pourrions attendre de cette entreprise davantage de patriotisme. Est-ce que vous demandez au gouvernement l'application du décret Montebourg? Absolument. Vous lui demandez, c'est-à-dire l'interdiction, que le gouvernement décrète l'interdiction de la vente de cette division médicaments grand public au fonds américain. Nous demandons l'application du décret Montebourg pour empêcher la vente de cette division santé grand public de Sanofi aux Américains. Il y a des offres françaises disponibles. Oui, françaises. D'un fonds basé au Luxembourg avec Abu Dhabi et allez-y, dites-moi. Il n'y a pas qu'Abu Dhabi dans ce fonds soi-disant français. Il y a un fonds qui a candidaté, il y a d'autres solutions possibles aussi. Il y a la Banque publique d'investissement, il y a la Caisse des dépôts et consignations, il y a les investisseurs. Écoutez, réfléchissons à tout cela. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que la solution, elle soit nationale. On a vu pendant le Covid ce que ça nous coûtait de ne pas être souverain sur le plan sanitaire. On a vu les difficultés. Depuis 10 ans, les pénuries de médicaments, elles ont été multipliées par 20 aujourd'hui sur le continent européen. Pénurie de médicaments, c'est le fléau du siècle. Donc il faut aujourd'hui se prémunir contre ces pénuries. Il faut maîtriser la production des médicaments critiques dans notre pays et les relocaliser. Et pour cela, il faut que la chaîne de valeur, elle soit française. Oui, mais je me mets à la place des fonds d'investissement qui se disent, en France, on peut plus investir, donc on va aller investir ailleurs. Écoutez, l'attractivité de la France risque d'en souffrir, non ? Écoutez, aux États-Unis, ils ont la même chose que le décret Montebourg et ils l'utilisent 10 fois plus que nous. Nous, le décret Montebourg, on l'a utilisé vraiment que 6 fois depuis qu'il existe, alors que aux États-Unis, ils interdisent une trentaine d'acquisitions par an. Donc, je crois que, voilà, s'agissant des investissements stratégiques, les investisseurs justement comprennent bien les questions nationales qui se posent et les questions de souveraineté. J'ai une dernière question. Nouvelle loi immigration, apparemment début janvier. Gabriel Attal dit une nouvelle loi ne me semble pas totalement prioritaire. Vous êtes d'accord avec Gabriel Attal ? D'abord, il faut appliquer la loi existante. Aujourd'hui, il y a 130 000 obligations de quitter le territoire français qui sont parfaitement légales, qui sont purgées de tout recours et qui ne sont pas exécutées. Alors peut-être d'abord exécutons les obligations de quitter le territoire français parfaitement légales et parfaitement purgées de tout recours. Il y a 10 000 étrangers dangereux qui ont commis des troubles à l'ordre public. Aujourd'hui, dans ce stock d'obligations de quitter le territoire, qui ne sont pas éloignés non plus. Alors d'abord, le ministre de l'Intérieur applique la loi avant d'en faire une nouvelle. C'est quoi une nouvelle loi immigration? Ça veut dire qu'on va avoir encore plus d'obligations de quitter le territoire français. Donc on en aura plus 120 000, on en aura peut-être 200 000, mais on n'aura pas d'avantage éloigné. Donc moi je pense que la priorité c'est d'appliquer la loi. On a fait une loi déjà il y a 1 an. Merci d'être venu nous voir, Philippe Brun, ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h57. Patrick Roger, juste après nous. À tout.